L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous, c'est toujours un plaisir renouvelé pour moi d'être avec vous, messieurs, dames, et surtout dans cet environnement Cannes pour ce numéro d'instant de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Côte d'Ivoire 2023. Je suis en plateau avec Blaise Adampo, journaliste reporter sportif à la télévision nationale. Bonjour Blaise. Bonjour Inès, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de t'avoir sur mon plateau. Plaisir partagé, c'est la première fois que je viens dans ce studio. J'ai également à mes côtés Moucharaf Soumanou, journaliste, reporter sportif également à Bénin Intelligent. Bonjour, bonsoir à tout le monde, merci de nous recevoir et c'est un plaisir de parler Cannes. On a un habitué avec nous aujourd'hui, Maël Leroux-Belou, qui est également journaliste, reporter sportif. Bonjour Maël. Bonjour Inès, bonjour à tous nos internautes. Alors les gars, on a dû attendre longtemps comme avant-hier entre l'Égypte et le Congo pour finalement connaître le qualifié pour ces quarts de finale entre le Sénégal, le champion d'Afrique, et le pays hôte, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'en sort pour vous. Dites-moi, est-ce une surprise, Blaise Adampo? Déjà, la première chose qu'il faut noter, oui, c'est que d'aucuns vont peut-être prendre ça comme une surprise, mais dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que l'histoire dans une compétition elle est toujours très importante, oui, la Côte d'Ivoire, c'est l'équipe qui ne marche pas au Sénégal. Donc, dans la Coupe d'Afrique des Nations, ces deux équipes se sont affrontées. Toujours des victoires pour l'équipe ivoirienne. Maintenant, dans l'ensemble du match, d'aucuns vont beaucoup penser que le Sénégal serait sorti vainqueur tout de suite. Oui, certes, ils marquent en début, oui, mais après, c'est qu'ils reculent. Ils ont marqué à la 4e minute de jeu, un but matinal, comme on le dit très souvent. Mais après, ils n'ont pas cherché tout de suite à faire le break. Parce que le sélectionneur, oui, Faye, il a su trouver, bien évidemment, la formule comparativement à Gasset, qui avait vraiment des difficultés pour pouvoir faire jouer son équipe. On a Jean-Michel Seri qui a été titularisé. Il a sorti Kessié, qui n'était pas dans le 11 de départ. Il a mis donc des anciens joueurs. Il a même Massalin Gradel qui a débuté le match. Donc, également, ça voudra dire que c'est une équipe qui a changé de mentalité, surtout après cette défaite, cette humiliation face à la Guinée équatoriale. Et donc, c'est une équipe qui avait à cœur de vraiment, même si elle était éliminée, de vraiment finir sur une bonne note, pour qu'à la fin, même quand on va dire vous aviez perdu les âmes à la main. Le malheur, c'est que le scénario du match aurait pu être plus idéal pour l'équipe si Sadio Mané, un pion vraiment essentiel dans l'attaque sénégalaise, avait reçu le carton rouge. Après, ils vont crier les Sénégalais. On va revenir sur cette action-là. Et Mel, dites-nous, sur le plan tactique, est-ce que Aliou Cissé ne s'est pas trompé par hasard dans ses choix, puisqu'on a vu hier qu'il a grillé, si je peux me le dire, il s'est privé d'un milieu de terrain
au cours de ce match-là et l'équipe qui a joué bas avec un système de défense, hein, est-ce qu'il ne s'est pas trompé dans ses choix hier ou il n'a pas minimisé cette équipe de la Côte d'Ivoire? Bon, quelque part, Aliou Cissé a fait ses choix. Il a reconduit une équipe, je pense, l'équipe qui a joué contre la Gambie, l'équipe qui a joué le premier match. Donc, forcément, dans sa tête, il venait avec l'envie de gagner. Donc, s'il a mis l'équipe qui a joué contre la Gambie, c'est qu'il était certain de pouvoir se défendre, de pouvoir faire quelque chose avec ce 11 de départ-là. Maintenant, la pression était plutôt sur le Sénégal hier, puisque le champion d'Afrique en titre affrontait une équipe ivoirienne qui était plutôt déjà blessée, si je peux le dire ainsi. Donc, les Ivoiriens jouaient sans pression. Ils avaient déjà subi une déculottée. Donc, pour eux, venir à ce stade-là, bon, par miracle, comme on le dit, après affronter une équipe sénégalaise qui était sûre de ses armes-là, et sur le plan tactique, Aliou Cissé a fait des choix. Dans le cours du jeu, comme Blaise a dit tout à l'heure, son équipe a reculé quelque part après l'ouverture du score. Pourquoi ne pas tenter de faire le break? Quelque part, l'équipe sénégalaise a pêché dans ce système de jeu-là. Mais je pense que Aliou Cissé n'a pas fait d'erreur tactique en alignant ce 11-là. Ce sont plutôt les joueurs qui ont manqué d'efficacité devant les buts hier. Ils ont eu les occasions. Ça, on peut le dire. Ils auraient pu tuer le match à 1-0 face à une équipe ivoirienne qui jouait un peu libérée. Parce que lors des premiers matchs, vous avez senti une équipe ivoirienne crispée. Donc, après l'ouverture du score, les Sénégalais se sont mis à reculer. Là, les Ivoiriens se sont dit, là, on peut faire quelque chose. Et avec le 11 que Emer Faye a proposé hier, le mental, c'était quasiment un autre mental comparativement aux équipes alignées par Jean-Louis Gasset. Moucharaf, dites-nous pour vous, pour Maël, il dit que le Sénégal aurait dû faire le break. Et pour vous, est-ce que le Sénégal a minimisé cette équipe-là ou bien pour vous, véritablement, comment est-ce que vous êtes senti à la fin de cette rencontre-là? Alors, je pense que, un peu comme l'a dit Blaise et Maël précédemment, le Sénégal a cru se rendre le match facile après l'ouverture du score très très tôt. Parce que les Sénégalais, on les a vus, ils ont marqué plusieurs buts dans la phase des poules. Et ils se sont dit, bon, un but face à la nation hôte, c'est la Côte d'Ivoire, on va essayer de jouer libéré, de jouer simple. On a marqué très tôt, donc le match, ça doit être très facile pour nous. Mais ils se sont trompés dans la mesure où ce qu'on a toujours reproché à cette équipe ivoirienne sous les Gasset, c'était le fighting spirit, c'était cette grinta, cette vista pour amener, pour apporter du plus. Auparavant, c'est chacun prend le ballon, on donne à Seko Fofana et il se débrouille avec. Mais le jeune Emer Faye, le nouveau sélectionneur qui est venu par intérim, il a réussi à toucher le cœur de ces jeunes Ivoiriens-là qui, malheureusement, nous ont fait assister au scénario de 2022. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022, le Nigeria, c'était également 3 matchs d'affilée, 9 points lors des phases de poule. Mais en 8e de finale, ils sont tombés sur une très belle équipe de la Tunisie, bien disciplinée tactiquement, qui les a éliminés 1-0. C'est un regret, un très gros regret pour nos amis des Lions de la Teranga. Et ils doivent s'en prendre à eux-mêmes uniquement. Ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Messieurs, en face, moi je dirais quand même, c'est le miracle qui continue pour la Côte d'Ivoire qui fut ressuscité par le Maroc et avec le choix tactique de Hermès Faye qui a fait revenir les anciens cadres de 2015 au cours de cette rencontre-là. Est-ce que pour vous, Blaise, dites-moi, est-ce que pour vous, est-ce que ce choix qu'il a fait de ramener les cadres-là n'a pas quelque peu changé la mentalité de cette équipe-là? Oui, c'est toujours important. Je prends avant cette rencontre, avant ce match face à la Côte d'Ivoire, il y a le match face à la Guinée équatoriale où l'équipe perd. Mais voyez l'entrée de Mas Alain Gradel dans la rencontre. Il fait une très très belle entrée dans le match. C'est en fait ça, vous savez, dans l'effectif d'une équipe, il y a forcément ces gens de joueurs qui sont capables de vous réveiller et de sortir l'esprit de la gagne. Parce que ça a été un facteur déterminant dans cette rencontre entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Déjà, vous voyez le 11 de départ. Si vous êtes Aliou Cissé, c'est que vous devez paniquer. Vous devez paniquer. Et je crois qu'à un moment, quand peut-être il a vu ce 11 de départ, il a peut-être revu ses plans. Il s'est dit qu'il a une opportunité d'aller marquer, de marquer après de fermer. Malheureusement, ça n'a pas marché parce que les Ivoiriens, avec Jean-Michel Seri, ils ont pris la possession du milieu de terrain. Et chaque fois, les Sénégalais étaient obligés d'envoyer de longues balles chercher Sadio Mané.
Et la seule fois où Sadio Mané défend, c'est qu'il commet une grosse faute qui l'a peut-être également sorti un peu de son match. Même quand vous êtes un attaquant et que vous devez aller marquer, votre rôle c'est de marquer. Quand vous recevez un carton jaune à la 8e en début de partie, alors que c'est un rouge, vous êtes un peu tout ça ne va pas vraiment dans la tête. On n'a pas vraiment vu Sadio Mané dans le match hier pour moi. On aurait vu Sadio Mané que cette équipe sénégalaise serait déjà passée devant depuis dans le match. Malheureusement, on ne l'a pas vraiment vu. Mais globalement, ce que moi je retiens, c'est que le mental de cette équipe ivoirienne, qui a été ressuscité à la dernière minute, il faut faire très attention à une telle équipe. Si vous ne faites pas attention à une telle équipe et que vous minimisez une telle équipe, c'est que vous allez vous faire prendre au piège. C'est des équipes que la chance accompagne très souvent comme ça parce que vous allez jouer dans le match, vous allez marquer un but, elle va trouver une seule opportunité franche, elle met la balle au fond des filets, vous allez à la prolongation, tir au but, elle va vous battre. Et on va dire, mais le miracle continue ou pas? Oui, le miracle continue. Le miracle continue justement sur la toile. Ça, on lit que la VAR aurait peut-être facilité la qualification pour la Côte d'Ivoire avec cette action qui a été sifflée pénalty. D'aucuns disent que c'est un pénalty, d'aucuns disent non. Est-ce que pour vous, cette action était vraiment litigieuse? Moi, j'ai été arbitre. J'ai été arbitre. J'ai sifflé des tournois. Et c'est parce qu'on n'a pas la vidéo pour mieux expliquer, pour que les gens comprennent, parce que il faudrait quand même expliquer. Sur le contrôle, le pénalty qui est sifflé pour la Côte d'Ivoire, Nicolas Pepe met la balle dans le sens du but. Le gardien, dans sa sortie, se manque. Même si sa jambe touche l'attaquant, on siffle pénalty, c'est une faute. Nicolas Pepe ne va pas dans la direction du gardien. Il ne va pas dans la direction du gardien. Il s'éloigne plutôt de la direction du gardien qui laisse son corps donc créer le bloc. Et voilà, donc bloquer Nicolas Pepe qui chute. Heureusement que ce même Nicolas Pepe, il a réfléchi cette fois-ci. Parce que dans le match face à la Guinée équatoriale, on lui tape les pieds dans la surface de réparation, il continue le jeu. Mais si vous êtes un joueur, il faut être malin, il faut être tricheur. Les joueurs sont des tricheurs, c'est des vicieux. On ne peut pas leur refuser ça. Mais si tu es dans la surface de réparation, on te touche le pied. Mais couche-toi d'abord, avant que l'arbitre refuse qu'il y ait pénalty. Hier, c'est la VAR qui a été à ce moment-là déterminant pour que le pénalty soit sifflé. Parce que l'arbitre gabonais Acho, il s'était déjà loupé. Il a failli véritablement, il n'a pas été aidé par la VAR. Je vais dire, il n'a pas été aidé par la VAR sur le carton rouge de Sadio Mané. Il a été aidé par la VAR sur la faute sur Diallo. Parce que les Sénégalais crient, oh les mecs, il y a faute, il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute. Maintenant, le pénalty sifflé pour la Côte d'Ivoire, il y a bel et bien faute. Maël, pour Blaise, il n'y avait pas de faute sur cette action-là pour vous. Est-ce que vous pensez? Sur la faute de Edouard Mendy, il y a clairement faute parce que sur l'action, Nicolas Pepe fait un petit pont. Il met le ballon sous Edouard Mendy et essaie de le contourner. Donc Edouard Mendy, dans sa sortie, est venu le percuter. Donc, il laisse traîner sa jambe. Donc normalement, l'arbitre siffle faute et siffle penalty. Si peut-être l'action s'était passée hors de la surface, je suis sûr que l'arbitre aurait sifflé faute. Donc là, comme dans le cas de figure, c'est dans la surface de réparation, il y a clairement penalty. Si les Sénégalais doivent fustiger quelque chose, peut-être l'action sur Ismaïla Sarr. Ouais, peut-être cette action. S'ils doivent fustiger quelque chose. Ils peuvent, mais en même temps, c'est que ils jouent trop la faute Ismaïla Sarr. Voilà. Et dans ce cas de figure, l'arbitre a jugé. Non, mais le problème, c'est que beaucoup n'étudient pas la psychologie de l'arbitre. Il s'est déjà rendu compte, peut-être à la mi-temps, qu'il risque de passer à côté de son match pour le fait qu'il n'ait pas donné le carton rouge à Sadio Mané. Et donc, cette action du penalty sur Ismaïla Sarr, ou Ismaïla Sarr, c'est lui qui se jette même en premier parce que les gens ne revoient pas très bien l'action, c'est lui qui se jette en premier. Et le défenseur ivoirien, il est bien malin qui ne met pas son pied pour le bloquer, pour lui créer un croc en jambe. Il est tellement malin, mais l'autre, il se jette vite. Heureusement, mais c'est parce que l'arbitre, il a été aussi clément avec lui, sinon il lui donne un carton jaune pour une simulation. Comme les Ivoiriens, un des Ivoiriens a reçu un carton jaune quand le pénalty n'a pas vite été sifflé. Ouais. Donc après,
on peut crier mais que l'arbitre, il n'était pas dans le match. Oui, il n'était pas dans le match pour les deux équipes. Parce que moi, je suis sûr et certain que la sortie de Sadio Mané de ce match, les Ivoiriens auraient gagné ce match en 90 minutes. Alors, parlons justement d'actions litigieuses au cours du match Cap-Vert-Mauritanie. On a aussi eu un penalty que la Mauritanie a bêtement concédé, que moi je peux le qualifier ainsi, ce qui lui a valu son élimination, cette défaite. Moucharaf, quelle lecture vous avez à faire par rapport à cette match-là que vous avez suivi? C'est malheureux pour nos amis Mourabitoun parce que c'est une équipe que moi j'affectionnais, puisqu'ils finissent la compétition telle qu'ils l'ont commencé avec une défaite 1-0. Ils avaient démarré 1-0 face au Burkina Faso, un but concédé sur penalty en toute dernière partie. Et également, hier, face aux requins bleus du Cap-Vert, ils ont terminé sur une mauvaise note comme ça avec un but concédé sur penalty et ça leur vaut un retour tout simplement à Nouakchott. C'est malheureux parce que c'est une formation qui a tout de même peut se targuer d'avoir déjoué les plans d'une nation très grosse, championne d'Afrique en 2019, l'Algérie. Mais ils auraient pu aller loin avec ce système défensif qui me fait penser un tout petit peu au Bénin 2019. On bloque, on garde le bus, on joue, on essaie de créer les prolongations. En un contre, on essaie de marquer ou on va au tir au but. Ça a failli marcher, mais n'eût été ce manque de vigilance du défenseur qui fait un retropasse à son gardien Nias, qui n'aura pas été mauvais durant toute la compétition. Critiqué pour son physique, sa taille. Déjà, lui-même debout, il fait 2 mètres. Quand il lève les mains, il fait 3 mètres. Je pense que cette nation, elle aurait pu aller très loin, mais c'est quand même un niveau, c'est une qualité. Mais facile, pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. La Mauritanie est en 8e de finale, au second tour pour la toute première fois. Après, dans ces matchs à élimination directe, il faut commettre le moins d'erreurs possible. Le moins d'erreurs possible. Vous voyez à quel moment ils commettent l'erreur. Mais ça ne va pas pardonner. C'est comme vous jouez un match de Ligue des Champions et leurs erreurs se paient cash. Dans ce genre de match, l'erreur se paie cash. Et c'est ce qui est arrivé à cette équipe mauritanienne. Elle a peut-être, dans les dernières secondes, manqué de concentration. Parce que cette balle, il aurait davantage appuyé vers le gardien. Le gardien l'aurait réceptionné tout tranquillement. Malheureusement, il n'appuie pas bien. C'est ça aussi, hein. À la fin du match, peut-être... Les esprits étaient fatigués. Oui, le corps aussi est fatigué. Vous avez fait l'expérience aussi de cette étape de la compétition. C'est très important. À cette étape de la compétition, commettez le moins d'erreurs possible. Je prends le cas du Bénin. En 2019, face au Maroc, le Bénin qui joue face au Maroc, on a commis le moins d'erreurs possible. La seule erreur qu'on commet, c'est le penalty qui trouve la barre transversale, qui trouve le poteau. Et c'était un penalty qui a été donc commis par Stéphane Sessayon. Donc, dans ce genre de match, élimination directe, vous savez que il faut donner le tout pour le tout en 90 minutes. Mais en même temps, il faut commettre le moins d'erreurs possible. Alors, il faut commettre le moins d'erreurs possible. Là, on va donc dire belle performance pour cette équipe capverdienne. Et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Et parlons justement des matchs. Les dernières rencontres se jouent aujourd'hui. On a Mali, Burkina et Maroc, Afrique du Sud. D'abord, pour vous, Mali, Burkina, qui des deux équipes pourrait sortir gagnant? C'est un derby de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que les deux équipes, bon, à chaque fois, on attend un peu plus de ces deux équipes-là qui n'arrivent forcément pas à dépasser le plafond de verre. Eric Schell se taguait avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations d'avoir le meilleur milieu de terrain en Afrique. Franchement, je n'ai pas été séduit par ce milieu de terrain depuis le début de la compétition. Yves Bissouma qui est un peu en dessous de son niveau habituel plutôt. Donc face à une équipe burkinabèse aussi qui n'a pas vraiment convaincu, même si elle a gagné son premier match contre la Mauritanie 1-0 dans les dernières minutes. Ce sera un duel où l'erreur sera fatale. Genre, les deux équipes se tiennent et se valent. C'est vrai que le Mali présente un peu plus un jeu un peu plus séduisant avec des joueurs aussi qui peuvent porter le ballon, qui ont le ballon balle au pied. Mais attention, le Burkina aussi a des bons joueurs expérimentés comme un Bertrand Traoré qui est très très habile dans les 15 derniers mètres. Donc attention à cette équipe malienne. Les deux équipes se valent. Et dans ce genre de derby-là, c'est souvent très très serré. On ne se laisse pas certains espaces sur le terrain. C'est une guerre tactique entre les deux entraîneurs. Donc, il va falloir suivre ça de près. C'est qui va gagner la bataille tactique pour ce match-là. Donc, ça sera un peu serré, mais je pense que le Mali
peut bien jouer le coup et passer en quart de finale. Mochara, pour Maël, le Mali pourrait bien jouer. Bertrand Traoré et sa troupe, est-ce que vous pensez qu'ils pourront sortir la tête de l'eau? Bon, un peu comme Maël, je pense que le Mali pour moi, pas favori dans cette rencontre. Oui. Je ne vais pas faire le rapport Mali-Burkina Faso et dire que les deux nations sont dirigées par des militaires, mais je sais tout de même qu'ils seront tous deux très physiques, très costauds sur le terrain parce qu'on les a vus, ils ont des joueurs qui ont des qualités athlétiques très impressionnantes. Et le Mali, beaucoup plus pour moi, je le disais, pas favori puisque c'est une nation qui, déjà sous Eric Schell, les 15 derniers matchs, c'est 10 victoires. 4 matchs nuls et une défaite. On leur a reproché à cette nation des Aigles du Mali pendant très longtemps de manquer de maturité et d'expérience pour aller dans le dernier carré d'as. Ils ont toujours une très belle génération, ils ont eu un bon collectif, mais ça manquait un buteur, un renard de surface pour les appuyer, aller leur permettre d'avoir cette première étoile, un peu comme le Sénégal qu'il a eu en 2022. Le Sénégal avec qui il partage la même devise, un peuple, un but, une fois. Donc je vois le Mali un tout petit peu au-dessus du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso déjà aussi, depuis l'entame de cette compétition, c'est des victoires sur le money time, c'est-à-dire à la dernière minute, on trouve un penalty, Bertrand Traoré, il entre, ou c'est lui qui sort et c'est pas encore convaincant. Même si le Burkina Faso, ces dernières éditions, c'est une nation qui a réussi à se hisser beaucoup plus en profondeur une fois quitté les phases de groupe. Ils essaient de monter crescendo et de jouer à la hauteur de l'adversaire qu'ils ont. L'édition dernière, on ne les voyait pas venir, mais ils sont allés jusqu'en demi-finale avant de perdre la 3e place face au Cameroun, encore que sur des détails. Mais le Mali, aujourd'hui, avec la dynamique Eric Schell, je pense que c'est un niveau dessus et pas de favori devant nos amis étalons d'un côté. Alors Blaise, la dernière rencontre d'aujourd'hui entre Maroc et Afrique du Sud, le Maroc, seule meilleure équipe africaine encore en lice dans cette CAN des surprises. Pour vous, est-ce que le Maroc se fera éliminer? Le Nigeria aussi est toujours Maghrébine, on va on parle de l'Afrique du Nord. On parle oui. de l'Afrique du Nord. Pour avoir commenté, moi, des matchs de la AFL, l'African Football League récemment, je pourrais dire de faire très très attention à cette équipe sud-africaine. Il faut faire très attention à cette équipe sud-africaine. On parle, c'est pas pour rien on les appelle les Brésiliens d'Afrique. C'est pas pour rien. Les Brésiliens d'Afrique. Un peu dans le Maroc. Non, mais moi je ne parle pas. Moi je parle de l'Afrique du Sud. Moi, les Marocains, dans ce genre de rencontres, les Marocains ont plus la pression. Faudrait pas oublier. Ils sont demi-finalistes de la Coupe du Monde. Oui. Ils viennent pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Et donc, faut voir certains de leurs matchs en phase de poule. Face à la RDC, beaucoup de tension. Alors, il faut remporter ce match à élimination directe. Et n'oubliez surtout pas que le Maroc, en phase à élimination directe aussi, sur cette dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas aussi un résultat flamboyant. Ouais. C'est pas aussi ça. Donc, il y a tout ça également qui entre en jeu. Je vais revenir tout à l'heure au Maroc, mais je vais quand même dire un mot rapidement sur le Burkina Faso. Oui. Il a rappelé, le Burkina Faso, c'est une équipe qui avance crescendo dans la compétition. Crescendo dans la compétition. L'année dernière, en 8e de finale. L'édition dernière. L'édition dernière. Ouais, ben, c'est l'édition dernière. Ça s'est joué du côté du Cameroun l'année dernière. Ils sont passés en 8e de finale après la séance des tirs au but. Oui. Ils passent en quart de finale. Ils s'imposent 1-0. Ils sont battus en demi-finale pour pouvoir jouer après le match de 3e place. C'est une équipe qui sait aborder comparativement au Mali ces genres de matchs. Comparativement au Mali, le Burkina Faso est capable de gérer ces matchs à élimination directe que le Mali. Et il a bien dit, c'est le Mali qui a la pression. Oui. Vous allez voir dans le jeu. Le Burkina ne va pas faire le jeu, va les attendre et va les punir parce que les Maliens vont commettre des erreurs. Ils vont en commettre. À un moment, vous savez, à un moment, on sait bien, parce que hier, on parlait, pour juste faire une petite comparaison sur ces genres de matchs, c'est que au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, l'équipe qui a la pression est plus en danger. Exactement. C'est même ça. L'équipe qui a la pression est plus en danger. Et au fur et à mesure que les minutes vont s'égrener, ils vont se faire prendre les Maliens. C'est un match assez ouvert. Le Mali a la pression. Malheureusement, les Maliens, au niveau des seniors, c'est une équipe qui déçoit véritablement, plutôt qu'au niveau des catégories d'âge. Voilà, c'est une équipe qui progresse. Mais ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on ne peut pas, à l'image par exemple
du Nigeria, à l'image du Burkina Faso, dit que sur 20 ans, le Mali a toujours eu, sur toute sa ligne, parce que sur la ligne je parle, en défense, en milieu de terrain et en attaque, des joueurs capables, parce qu'ils seront moins 3, des leaders dans chaque zone du terrain, dans chaque compartiment du terrain. Le Mali n'a jamais eu cela. Et pour une grande équipe, c'est dangereux. Pour une grande équipe, c'est très très dangereux. Aujourd'hui, les Sénégalais, quand on parle de l'attaque, on parlait de Sadio Mané, on parle de Diouf, on parle de Koulibaly. En défense également, même comme gardien de but, on parle de Tony Silva. Donc, il y a également cet aspect qui est très important. Quelqu'un qui est capable de prendre le rôle de leader. Ils ont eu Seydou Keïta auparavant, Kanouté en attaque, et pourtant ça ne progressait pas. Ça n'a jamais. Cédric Kanté en défense. Oui, mais Cédric Kanté qui se faisait toujours bouffer par Gervinho, il se faisait toujours dribbler par Gervinho. Et donc aujourd'hui, il faut donc des leaders dans tous ces compartiments. Oui. Parce que quand vous n'avez pas de leaders dans ces compartiments, le problème c'est que personne ne gueule. Quand vous prenez la défense de l'équipe du Nigeria, c'est Ekong. Vous venez en milieu de terrain, vous avez Lookman et plein d'autres. Vous en avez en attaque Victor Osimhen. Alors, une équipe comme ça, c'est que ça discute bien sur le terrain. Le reste, c'est que il faut maintenant pour cette équipe être vraiment réaliste parce qu'un match à élimination directe, ça ne pardonne pas. Vous commettez une erreur, une équipe comme le Burkina va vous punir cash. C'est une équipe qui a puni ses adversaires tout le long de la compétition. Même si le Burkina a perdu son 3e match. Oui, même si c'est des pénaltys que cette équipe a marqué. C'est des punitions. Et ça voudra dire qu'à un moment, l'adversaire a craqué face à la pression. Et donc, mais le Mali peut se targuer d'avoir une arrière base comme Djigui Diarra qui est un peu le gardien qui fait un peu tout pour cette équipe malienne là. Vous avez le capitaine Amari Traoré qui est latéral mais qui sait un peu booster ses gars. Au milieu de terrain, vous avez Aïdara, même si Bissouma n'est pas vraiment au top de sa forme. Le petit Kamori Doumbia aussi qui essaie après la réalité de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle est tout autre. Mais elle est tout autre. Le Mali peut se baser sur ces joueurs-là pour pouvoir venir à bout de cette équipe. Mais attention, le Burkina a aussi des joueurs expérimentés. C'est ça aussi qui va peut-être faire la différence. Puisque avec le Burkina, vous avez des joueurs qui ont déjà connu la Coupe d'Afrique des Nations. Qui vont très vite véritablement sur les côtés. Et qui ont déjà une certaine expérience, comme vous l'avez rappelé. Donc attention, les matchs coup près, c'est toujours dangereux. C'est l'expérience peut-être qui a fait la différence pour la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Et après, on ne va pas dire que le Sénégal manque d'expérience. Non, on ne va pas dire ça, mais après, vous savez, le Sénégal a remporté sa toute première Coupe d'Afrique des Nations. L'année dernière. La pression. Si si on veut revoir un peu cette équipe du Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations et qu'on doit véritablement juger sur les actions en utilisant le VAR, le Sénégal ne passe pas en demi-finale. Cette équipe du Sénégal ne passe pas en demi-finale. La balle le ballon, la longue balle que Mendy envoie hors de sa surface. Il a pris le ballon hors de sa surface, mais la VAR n'est jamais revenue sur ça. Plutôt que de donner un carton rouge à un gardien qui a eu un contact avec Sadio Mané. Parce que c'est véritablement ça. Parce que beaucoup oublient, c'est véritablement ce carton rouge qui change le match entre le Sénégal et le Cap-Vert. Le Cap-Vert aujourd'hui qui est en quart de finale, le Sénégal est aujourd'hui éliminé. Même si ce Sénégal a remporté la compétition l'année dernière, ça voudra dire que vous prenez une équipe comme le Cap-Vert, c'est une équipe qui a véritablement progressé et qu'il faudrait faire attention à une telle équipe. Le Burkina est 4e pour l'édition précédente. Il faut faire attention à cette équipe du Burkina. Le Mali a été éliminé en 8e de finale. S'ils n'arrivent pas à passer les quarts de finale, ça voudra dire qu'ils n'ont pas progressé. Ça voudra dire qu'ils n'ont pas progressé. Si on fait de la comparaison au niveau du match Côte d'Ivoire-Sénégal, et qu'on dit que le Sénégal a remporté la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations et qu'une équipe ivoirienne qui, peut-être l'année dernière, n'a pas fait, et l'édition précédente n'a pas fait une bonne compétition, et que le Burkina a fait une très belle compétition l'année passée et l'édition passée, et que le Mali aussi n'a pas fait une bonne compétition, on pourrait juger que le Burkina partira un peu favori. Non, moi, c'est ce que je dis. C'est pourquoi je demande de faire vraiment attention à cette équipe du Burkina Faso, qui est plutôt habituée, elle, à ces genres de confrontation directe comparativement à l'équipe du Mali, qui à un moment va peut-être montrer
des signes de faiblesse. Et c'est là le Burkina en profite. On est en train d'oublier complètement. Le Burkina face à la Tunisie en 2021. En quart de finale, en 2021. Après que la Tunisie a éliminé le Nigeria. Voilà. On voyait complètement la Tunisie passer, mais le Burkina a eu la seule occasion véritable de match. Et c'est but. En fait, c'est la réalité. C'est pourquoi c'est la réalité des matchs couperets. On sait que vous avez 90 minutes. Peut-être le temps additionnel, on va passer à 10 minutes ensemble sur le temps additionnel. L'exemple le plus palpable, c'est le match Guinée-Équatoriale. Mais on joue le tout pour le tout, parce que dans ce genre de match, on sait qu'il y a une équipe qui a la pression et on sait qu'elle va à un moment craquer et on va en profiter. Et c'est pour ça, pour moi, le match il est assez ouvert. Le Mali, il est favori. Mais attention à cette équipe du Burkina. Maintenant, venant au Maroc cette fois-ci, parce que j'ai parlé bien évidemment du Maroc qui a une véritable pression. Ils ont un entraîneur cette fois-ci qui sera sur le banc de touche la CAF aurait pu laisser la sanction se prolonger. Oui, mais c'est là, si on doit évoquer cela, on va véritablement mettre sur la table les lacunes un peu pour moi de la CAF. Mais restons sur le terrain en disant que le match, c'est un match entre l'Afrique du Sud et le Maroc. C'est un match assez ouvert, mais avec beaucoup plus de pression sur l'équipe marocaine. Mais attention, les Sud-Africains, c'est aussi des joueurs qui savent correctement punir les gens. Exactement. Qui savent punir. Oui. Moi, pour ma petite expérience, quand vous prenez cette équipe de l'Afrique du Sud, c'est le Mamelodi Sundowns, c'est Kaizer Chiefs, c'est Orlando Pirates, et c'est des joueurs qui jouent régulièrement. Ils ne jouent pas en Europe, comme on le pense. Le gardien capitaine de cette équipe de l'Afrique du Sud, Williams, il évolue avec le Mamelodi Sundowns. Il est toujours flamboyant quand il joue ses matchs. Il a remporté la finale de l'AFL, je le rappelle, c'est juste avant le match face au Bénin. Et donc, c'est une équipe qui est bien joueuse, qui adore avoir la possession de balle. Maintenant, aux Marocains d'être véritablement concentrés dans le match. Sur la concentration. Parce que sur la concentration, c'est très important. Sur le côté, vous avez Tersi Tao. Très technique. Il aura du boulot, Achraf Hakimi. Et de l'autre côté, le latéral gauche, les deux latéraux, ils auront véritablement de boulot parce que de l'autre côté, il y a Mokoena ou Zouane, des joueurs qui sont également véritablement à droit devant les buts. De leur position, devant la surface de réparation, ils peuvent mettre une balle au fond des filets sans regarder la position du gardien. Ils sont capables de ça parce que moi, c'est des joueurs que moi j'ai quand même vu. On a pu s'en apercevoir bien évidemment lors de la phase. Lors de la des éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, deuxième journée. Et on a vu cette équipe qui aime avoir la possession et qui aime également véritablement tourner le jeu, jouer libéré. Je vais peut-être appuyer les propos de Blaise. Je vais vous dire que l'Afrique du Sud, ils ont des événements sportifs de référence. Vous voyez déjà cette année 2023, un peu comme le disait Blaise, le Mamelodi Sundowns, le club phare. En masculin, ils ont remporté l'AFL, l'Africa Football League. Également, en femmes, ils ont remporté la Champions League africaine, la Champions League féminine africaine. Et pas que ça, si vous vous souvenez, il n'y a pas 3 mois, l'Afrique du Sud a fini championne du monde en rugby. C'est-à-dire, ils ont des événements sportifs de référence sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour pouvoir faire de très gros matchs. Outre ce facteur, le Maroc, c'est vrai, Achraf Hakimi, en poste de latéral droit, ça peut créer des offensives, mais ça laisse beaucoup plus des espaces. Et ces Sud-Africains, ils ont fait un match face à la Tunisie. Ils ont fait 1-1. Exactement, si je ne me trompe, ils ont fait 1-1. Donc, ils ont déjà joué une nation maghrébine avant de tomber sur une autre nation maghrébine. C'est vrai, le football tunisien, le football marocain, ce n'est pas à 100% égal, mais c'est des caractéristiques en commun et ils peuvent pouvoir déjà, après avoir réussi à tenir en échec cette formation des Aigles de Carthage, recréer l'exploit face au Maroc qui a la pression parce qu'on sort d'une Coupe du Monde, on est demi-finaliste, on a été classé premier classement CAF, on a la pression, on veut aller remporter et quand on mélange vitesse et précipitation, ça risque de créer beaucoup de dommages. Peut-être le facteur déterminant dans cette rencontre, c'est celui qui va marquer et va faire le point. Parce qu'on a vu dans cette Coupe d'Afrique des Nations que même à 2-0, on peut
venir vous renverser à 3-2. Donc il faut attention à l'équipe marocaine qui manque souvent de concentration, qui a certains errements à certaines parties du match. Oui, mais je les vois, je les vois quand même peut-être s'imposer, même si c'est un peu difficile. Moi, je ne les vois même pas s'imposer. Je vais vous faudrait pas qu'ils aillent à la séance de tir au but. On va parler de notre sujet très rapidement. Le temps qui nous est donné est imparti. On va parler de notre sujet très rapidement. Au Sénégal, hier, entre étudiants ivoiriens et sénégalais, ivoiriens résidant au Sénégal, il y a eu une échauffourée, une petite situation jusqu'à ce qui a causé le décès d'un Ivoirien. C'est malheureux, Inès. C'est malheureux parce que le football, c'est sur le rectangle vert. C'est vrai. Ça nous transmet des émotions, on s'exulte, on vit beaucoup plus de fierté, de déception, de tristesse, mais quand ça va faire appel à la tragédie, quand ça va faire appel à des événements regrettables, alors là, ce n'est pas le football. Le football, c'est d'abord la paix, c'est d'abord la cohésion, c'est l'union, c'est les valeurs. Et si il faudra que des étudiants ivoiriens qui se retrouvent du côté du Sénégal pour les études, après une victoire, qu'ils se moquent jusqu'à essayer de porter atteinte à leurs frères africains, c'est regrettable. Et de l'autre côté aussi, si des étudiants sénégalais résidant en Côte d'Ivoire qui ont assisté malheureusement à la défaite des Lions de la Teranga, s'ils s'emportent et n'arrivent pas à contrôler le nez, c'est regrettable et ça prouve qu'on a encore du chemin à faire en Afrique. Pour vous, Maël, un mot sur cette situation? Moi, je vais décrire peut-être cette situation-là. Je me rappelle lors de la défaite du Cameroun, j'ai vu des vidéos circuler où des Ivoiriens se moquaient des Camerounais. Le Camerounais, peut-être, lui, il a gardé son sang-froid. Avec cet incident-là, au Sénégal, où l'étudiant ivoirien se fait rouer de coups jusqu'à perdre la vie, c'est déplorable, c'est vrai. C'est un comportement qu'il faut vraiment éviter. Le football, c'est une religion. Et quand on parle de religion et quand on parle de football, ça appelle des gens de divers horizons qui se rassemblent dans un stade qui célèbre la fête, la joie. Et si après des moments de joie et qu'une autre équipe perd et qu'une autre équipe gagne le match et qu'on se laisse aller à ces sentiments-là, je pense que c'est vraiment une psychologie qu'il faut revoir. Le mental n'y est pas. Il faut pouvoir distinguer joie sur le moment, douleur. Il faut savoir faire la part des choses entre ses sentiments personnels et vraiment la réalité. Je pense qu'entre la réalité et le terrain, il y a une frontière. Donc, il y a une frontière à ne pas dépasser. C'est une limite franchie. Je pense que les parents sont peut-être dans la douleur d'avoir perdu leur enfant. C'est normal. Les Sénégalais, eux aussi, s'ils avaient eu une situation comme ça en Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens avaient réagi de cette façon, je pense qu'il y aurait eu plus de tumulte, il y aurait plus de tapage. Donc je pense qu'il faut appeler les gens à plus travailler leur psychologie, à plus faire preuve de fair play, de tolérance, voilà, sur certaines actions. Pour vous, Blaise, très rapidement sur cette situation-là. C'est une situation qui est déplorable. Heureusement, moi je voudrais heureusement que ça n'est pas arrivé débordement par rapport, bien évidemment, à cette victoire de la Côte d'Ivoire. C'est un jet soupçonné. Je rappelle, Blaise est ivoirien, c'est sa deuxième nationalité. Qui aurait pu avoir donc des débordements. Bon, heureusement, ce n'est pas arrivé, mais que ce soit quand même à des kilomètres de la Côte d'Ivoire, du côté du Sénégal, un peu de l'autre bout, que ça arrive. C'est déplorable, on ne veut pas ça dans le sport, on ne veut pas ça dans le football, même si on reconnaît que certaines fois la nervosité prend le dessus sur ce qu'il faut prôner comme paix. De toute façon, le match il est terminé. Il faut maintenant penser, parce que les matchs se poursuivent, il faut penser maintenant au lendemain. Et penser donc au quart de finale. Comment il faut faire pour vivre davantage cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est ce que nous devons rechercher. Il faut être zen, comme le sont les Ivoiriens dans toutes les circonstances. Il ne faut pas créer un climat de tension. Il ne faudrait pas créer un climat de nervosité entre Ivoiriens et Sénégalais juste à cause d'un match de football. Je pense qu'ils doivent revoir un peu la copie les uns les autres. C'est comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ça se chambre, mais on reste toujours de bons amis. Mais voilà. Moi, je dirais que le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne font qu'un, enfin toute l'Afrique, nous ne formons qu'un, et il serait donc impératif que nous préservons nos liens, les liens qui nous unissent, et que nous gardons nos liens fraternels, même dans les moments d'émotion. Ce sera tout pour Instant CAN d'aujourd'hui. Merci et à très bientôt.